Bienvenue chez ConnectWave et dans le contexte de notre programme de webinaire Use Case et retour d'expérience bimensuel. Alors, bimensuel, ça veut dire 2 fois par mois. On ne va pas confondre bimestriel qui est 1 fois tous les 2 mois. Mais je fais cette précision parce que régulièrement, je me pose la question personnellement. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'apport de l'IoT dans la logistique. Avant toute chose, j'aimerais que vous me confirmiez en utilisant le petit bouton que vous avez en bas de votre écran Zoom qui s'appelle Discussion et que vous puissiez me confirmer que tout va bien, que vous entendez bien, que vous voyez bien, etc., etc. Ce qui permettra de nous rassurer, moi et Amélie. Mélanie, pardon. Oh là là. Il l'a fait, c'est bon. Tout ça pour ça. Bon, alors, ensuite, deuxième point de cadrage, vous avez aussi un petit bouton en bas de votre écran Zoom qui s'appelle Q et R pour questions et réponses. Donc, nous vous invitons à saisir là vos questions au fil des présentations de ce webinaire et nous y répondrons, ou plutôt les panélistes, comme on dit, c'est-à-dire les intervenants y répondront à la fin de leur prestation et peut-être aussi à la fin des 2 présentations s'il y a des questions plus génériques. Bien, alors ça c'est, je pense avoir rien oublié. Sinon, donc je reviens sur le titre de ce webinaire qui est sous l'égide d'une thématique qui concerne l'apport de l'IoT dans la logistique. Alors, nous entendrons tout d'abord la société Editag avec Amélie Thibault, on va y arriver, voilà, qui nous parlera d'applications IoT dans la logistique. Alors, IoT au sens large, hein, parce que ça couvre, bien entendu, plusieurs technologies. Donc, cette première présentation sera suivie par la société Zebra, représentée par Ludovic Didelot, spécialiste des solutions, RFID et autres, je pense. Tout à fait. Qui va nous parler de use case et de retour d'expérience plus axé et centré sur la RFID. Voilà. Exactement. Donc, juste un petit mot pour vous rappeler que dans notre programme de webinaire va s'arrêter, c'est le prochain, pardon, se tiendra le 22 juillet sur la thématique santé, sécurisation et traçabilité grâce à l'IoT et la RFID. Nous en aurons un suivant le 9 septembre sur la Smart Agriculture. Le 16 septembre sur l'IoT au service de l'industrie. Donc, on sera plus proche de la production, là, je dirais, que de la logistique, hein, dans l'industrie 4.0. Le 30 septembre sur le transport ferroviaire, le 14 octobre sur l'énergie, eau, gaz, électricité, etc. Le 28 octobre sur la géolocalisation, le 18 novembre sur la blanchisserie industrielle, le 25 novembre sur la sécurité des données et enfin le 9 décembre sur le retail. Donc, je vous invite à aller consulter ce programme sur notre site connectwave.fr et vous y inscrire le moment venu où Mélanie prendra vos inscriptions très volontiers. Voilà, je me tais là maintenant et je donne la parole à Amélie Thibault qui représente Editag. Merci Amélie pour ta présence. Merci, merci Philippe. Bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran. Oui, on a eu. Oui, enfin, je prends la parole pour te rassurer, Amélie. Tout le monde voit et entend parfaitement. Voilà.
Très bien. Donc, moi, je suis chargée de la communication chez Editag. Je suis très heureuse d'aborder ce vaste sujet qui est l'IoT dans la logistique aujourd'hui aux côtés de ConnectWave et de Ludovic de la société Zebra. Au menu de notre session, on verra dans un premier temps ensemble quels sont les enjeux des industriels, quels sont leurs besoins et comment l'IoT peut y répondre au travers de cas d'usage que l'on a déployés nous chez Editag. Et ensuite, donc Ludovic de Zebra se concentrera sur les apports de la RFID plus précisément, avec des cas d'usage concrets également. Et comme l'a dit Philippe, on répondra bien sûr à vos questions en fin de session. Alors, je précise en ce qui me concerne que j'englobe la RFID, donc l'identification par radiofréquence, dans l'IoT. Tout au long de mon discours, je vais vraiment être dans la famille globale IoT, mais bien sûr, j'inclus la RFID, qui est pour nous, chez Editag, un des protocoles de communication qu'on utilise dans nos capteurs. À propos d'Editag, je vais très rapidement vous parler de la société pour expliquer pourquoi on intervient aujourd'hui. Nous, on est fabricant de solutions IoT industrielles, donc IIoT, quand on veut vraiment faire les acronymes jusqu'au bout. Donc, ce sont des solutions à destination de l'industrie manufacturière vraiment au sens large, même si on peut répartir nos clients dans des catégories plus précises comme l'aéronautique, l'automobile ou la logistique également. Notre solution permet de répondre à des besoins très variés sur des processus différents. Là, sur le schéma de l'usine que vous voyez, on peut citer notamment des solutions de localisation indoor, donc de RTLS, Real Time Location System, des solutions de digitalisation des ordres de fabrication, de Kanban électronique ou de Pick to Light. Mais voilà, je rentrerai dans des exemples plus concrets tout à l'heure. Je voudrais revenir donc au sujet du jour. Pourquoi faire appel aux technologies IoT, dont la RFID fait partie, ne l'oublions pas. Et pour revenir sur le sujet, je voulais refaire un peu de théorie. Même si tout le monde entend parler de l'IoT depuis un moment maintenant, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est. Donc l'IoT, c'est Internet of Things, l'Internet des objets, qui représente en fait l'extension de l'Internet à des choses et à des lieux du monde physique. Donc en gros, ce sont des échanges d'informations et de données qui proviennent de dispositifs qui sont présents dans le monde réel et qui vont vers le réseau Internet. Donc, ces échanges d'informations peuvent se faire via différents types de technologies, différents protocoles, dont la RFID fait partie, encore une fois. Et si on recentre l'IoT dans l'industrie, dans une industrie qui serait ancrée dans une démarche de lean manufacturing, dans une démarche d'amélioration, de simplification, en fait, il s'agit d'enrichir vraiment la compréhension de son activité de production et de donner plus de sens à la recherche de gains de performance. En effet, aujourd'hui, les industriels cherchent à être plus compétitifs, à gagner en efficacité opérationnelle, à réduire leurs coûts de fonctionnement, bien évidemment, mais aussi à lancer de nouveaux services pour leurs clients. Ça fait écho aussi à la compétitivité. Mais voilà les enjeux auxquels les industriels sont confrontés aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, c'est bien évidemment pour montrer que les technologies IoT répondent à ces enjeux pour tous les industriels, quelle que soit leur taille, même dans des environnements non robotisés. J'insiste sur ce point, sur le côté accessible, parce qu'on est très souvent face à des industriels qui sont persuadés, soit par manque de moyens, soit par manque de bases de digitalisation, qui ne peuvent pas s'équiper de nouveaux outils innovants. Et ce n'est pas vrai. Donc vraiment, s'il y a un message à retenir aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on va vous montrer avec Ludovic, c'est accessible à toutes les tailles d'industrie. Alors, parmi tous les outils de l'IoT, il en existe des tas. Ça peut être de la réalité virtuelle, augmentée. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces éléments-là. Je vais me concentrer pour Editag sur l'utilisation des capteurs. Comme je l'ai dit, nous, on est fabricant de solutions et ces solutions reposent notamment sur des capteurs IoT qu'on appelle Moontag, et qui sont conçus pour connecter les équipements industriels, enfin les équipements, les ressources, les contenants, voilà, ça peut être
tout équipement industriel peut être connecté grâce à un nom tag. Et une fois connecté, cet équipement va apporter un service à valeur ajoutée qui va au-delà de sa fonction première. Je prends un exemple bête avec un chariot élévateur. Sa fonction première, ça va être de déplacer des ressources de la matière. Une fois qu'il sera connecté, en plus de cette fonction première-là, il va être capable d'envoyer tout un tas d'informations supplémentaires. Donc, cet objet, ce chariot, il va pouvoir être localisé, il va pouvoir capturer des événements de terrain, il va pouvoir alerter également. On va pouvoir sécuriser soit un objet, en l'occurrence, ne pas démarrer un chariot élévateur si l'utilisateur n'en a pas le droit, ou sécuriser un processus. On va pouvoir enregistrer des données et informer les opérateurs. Donc vraiment, le tag connecte un objet pour tout ça, pour vraiment pouvoir échanger des informations sur ce qui se passe sur le terrain. Ces informations, une fois que le tag les récolte, il va les envoyer. Donc nous, ça passe d'abord par un contrôleur logiciel qui s'appelle Lokeos et qui est lui-même interfacé avec les outils existants. Donc si vous remettez en tête le schéma de l'usine qu'on a vu au tout début, au niveau du terrain, vous avez vraiment les capteurs qui sont là pour récolter les informations. Et ces informations sont envoyées donc vers les systèmes d'information. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Mais on est vraiment dans la définition même de l'IoT, des dispositifs terrain qui envoient les infos vers le réseau Internet. Ce principe-là, vraiment, ces capteurs IoT, l'IoT de manière générale, il apporte de très nombreux bénéfices aux industriels. Rappelez-vous, par rapport aux enjeux dont j'ai parlé au tout début, là, les bénéfices, c'est la visibilité des flux en temps réel. Je sais ce qui se passe sur mon terrain. Ça apporte également l'optimisation de l'utilisation des ressources. Si je prends l'exemple de nouveau de mon chariot élévateur, je saurai combien de fois il a été utilisé, dans quel service, la date de sa dernière maintenance. Donc, je vais pouvoir aussi savoir dans quel état il est. Voilà, c'est des exemples d'optimisation d'utilisation des ressources. Un autre bénéfice, et pas des moindres, parce qu'on vient souvent nous voir sur ces problématiques-là, c'est la réduction de la perte de productivité qui est liée à la recherche des équipements. Souvent, les industriels nous disent on perd peut-être par mois 3 jours à chercher nos équipements parce qu'on a trop d'espace, trop d'entrepôts, ou alors c'est mal rangé. Enfin bref, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel l'IoT peut apporter des réponses. On est dans la logistique, donc bien évidemment, la garantie d'un stock fiable à jour. L'IoT permet aussi d'optimiser la synchronisation des opérations. C'est-à-dire que chaque personne concernée par un processus aura la bonne information au bon moment. Donc ça permet vraiment d'optimiser cette synchronisation des missions de chacun. Et enfin, l'IoT apporte de nouveaux services à valeur ajoutée pour les industriels qui peuvent eux-mêmes proposer à leurs clients. On verra ça tout de suite après. 3 exemples que je vais prendre maintenant pour illustrer un peu tout ça, parce que là, ce sont des bénéfices un peu flous et je vais vous montrer concrètement comment ça peut être déployé sur site. Premier cas d'utilisation de nos capteurs, c'est dans le cadre d'un processus de préparation de kits de composants. En l'occurrence, notre client Stellantis, donc Stellantis, c'est ex-PSA, je précise, c'est un constructeur automobile. Qui a donc déployé notre solution de Pick-to-Light IoT. Et avant de parler de la partie IoT en soi, je voulais quand même vous rappeler les raisons qui ont motivé Stellantis à installer du Pick-to-Light à l'origine. Donc nous, on n'est pas du tout les inventeurs du Pick-to-Light, c'est vraiment un système, une méthode de préparation de commandes qui existe depuis longtemps et il existe tout un tas de systèmes aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, une définition rapide, donc le Pick-to-Light, c'est une solution de guidage des opérateurs par une indication lumineuse pour les aider donc dans tout type d'opération, la préparation de commandes, je l'ai dit, le kitting, la recherche de stock également, le réapprovisionnement, les processus d'éclatement, que ce soit dans les lieux de stockage, mais aussi au niveau du poste de travail. Et donc, pourquoi Stellantis a voulu mettre le Pick-to-Light de manière générale en place? Parce qu'ils avaient un vrai besoin d'agilité
et un vrai besoin d'augmenter leur productivité. Notre client, en fait, il s'est retrouvé à un moment donné avec de plus en plus de références produits sur son bord de ligne et des produits très hétérogènes les uns par rapport aux autres. Donc, il y avait vraiment un grand besoin de flexibilité sur la reconfiguration des zones sur le bord de ligne. Donc, besoin de reconfiguration et besoin d'accélérer la cadence sur les processus de préparation. Et ça, c'est vraiment ce qu'apporte le Pick-to-Light de manière générale normalement. C'est améliorer la vitesse et la qualité de ces processus, de simplifier la tâche des opérateurs, donc encore une fois pour leur permettre d'aller plus vite. Et ça soutient les efforts zéro papier, parce qu'un système Pick-to-Light sous-entend qu'on va supprimer tout ce qui est fiches suiveuses, lecteurs, etc., etc. Donc, Stellantis a d'abord essayé de déployer un système filaire et il s'est heurté à de nombreux inconvénients, notamment la reconfiguration des zones super longues, très complexes à cause des câbles, bien sûr, mais aussi du nombre de matériel et de boîtiers qu'il y avait à déployer sur le terrain. Ils se sont heurtés également à des problèmes au niveau de l'interface avec leur système, que ce soit MES ou WMS. Et du coup, suite à ces problèmes d'interface, il y avait une mauvaise visibilité sur l'avancée du processus et l'état des stocks. C'est pour ça qu'ils sont venus vers nous pour essayer donc cette version de Pick-to-Light IoT sans fil. Alors, comment ça marche? En fait, tout simplement, je vous l'ai dit, on est interfacé avec leurs outils. Donc, ils ont leur système d'information qui est connecté avec le nôtre et qui permet au moment où on va faire notre ordre de fabrication de déclencher l'allumage des moon tags. Donc, l'opérateur va valider son ordre de fabrication. Ça va déclencher le voyant lumineux directement sur le moon tag. Sur l'écran, on peut afficher une quantité, mais on peut afficher également d'autres types d'informations. Ça dépend vraiment de chaque processus. L'opérateur suit la lumière, il se sert, il récupère ses composants. Et pour indiquer au système qu'il a bien pris la bonne pièce, il va simplement toucher le tag pour dire « c'est bon, je me suis servi ». Donc là, on est vraiment dans un fonctionnement super simple. L'opérateur n'a rien d'autre à faire que sa mission originelle qui est de faire son kitting. Il n'a pas à se soucier de noter quoi que ce soit ou de lire quoi que ce soit. Il suit simplement la lumière. Les avantages de ce système-là, c'est une vitesse de picking qui est 2 fois plus rapide que sur un système différent. Donc, cette fameuse productivité qui est accrue grâce à ça. On a possibilité, parce que là, c'est vrai que sur les photos et les dessins que vous avez vus, les moon tags sont placés au niveau des emplacements, au niveau des étagères. Mais on peut aussi tout à fait les installer au niveau des contenants. Et dans ce cas-là, rajouter notre fameuse brique de localisation et pouvoir en temps réel localiser notre contenant, savoir où il se trouve dans l'entrepôt. Avantage très important au niveau budget, il n'y a pas de coût de câblage, forcément on est sur une solution IoT. Et là où vraiment Stellantis a trouvé réponse à son problème, c'est sur le déploiement et la reconfiguration des zones qui étaient 10 fois plus rapide qu'avec leur système filaire. Avant, il leur fallait 3 personnes spécialisées mobilisées sur tout un week-end pour reconfigurer une zone. Aujourd'hui, les opérateurs eux-mêmes peuvent le faire parce que c'est très facile et ils peuvent le faire en quelques heures. Donc, sur une même journée, on peut tout à fait avoir une matinée dédiée à une préparation X et l'après-midi, avoir une préparation Y, sachant que la pause déjeuner peut être dédiée à la reconfiguration de la zone. L'autre effet de bord positif de ça, c'était l'espace de stockage qui a été totalement revu. Puisqu'ils n'arrivaient pas à gérer leurs références trop nombreuses, ils avaient des stocks qui étaient super mal gérés en bord de ligne. Ben là, non, tout est optimisé. Et dans certaines usines, parce qu'on est déployé dans différentes usines, ils ont gagné jusqu'à 50% d'espace de stockage. Donc vraiment, un point important aussi dans le déploiement. Et le dernier avantage que je cite ici, c'est vraiment un avantage qui est lié à notre produit, qui est hybride et modulaire. Si vous avez des questions par la suite, je pourrais revenir là-dessus. Mais c'est de pouvoir utiliser la bonne techno au bon moment et de pouvoir équiper seulement les choses qu'on a besoin d'équiper. Que ce soit au niveau des emplacements,
au niveau des contenants, je mets un tag seulement là où j'en ai besoin, comparé à un système filaire ou à des étagères intégrées où on a déjà tous les systèmes qui sont équipés. Et voilà, ce n'est pas forcément rentable d'avoir des affichages à des endroits où il n'y a pas de produits appliqués. Donc voilà, c'était ce premier exemple de Pick-to-Light IoT qui a vraiment répondu aux besoins de flexibilité et d'augmentation de la productivité de Stellantis. Le deuxième cas qu'on va voir, c'est encore une fois un constructeur automobile, un autre cette fois, que je ne peux malheureusement pas citer, qui avait déjà un système Pick-to-Light de chez nous et qui voulait pouvoir gérer ses demandes de réapprovisionnement. Donc, c'est notre deuxième exemple, notre deuxième cas concret. En fait, la force de notre solution IoT, c'est d'avoir beaucoup de fonctionnalités paramétrables pour s'adapter aux besoins des clients qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Parce qu'il y a des besoins au tout début où on se dit « oui, je vais améliorer ça, ça et ça ». OK, on déploie une solution. Et ensuite, on peut toujours améliorer cette solution-là ou avoir des effets de bord sur des processus parallèles. Là, pour ce cas, l'objectif, c'était de superviser en temps réel le cycle complet de réapprovisionnement des stocks, encore une fois, en bord de ligne. Donc, pour ça, en fait, je vais passer à cette image-là. Là, vous voyez donc un poste de picking en bord de ligne. Je rappelle encore une fois la démarche Lean qu'il y a derrière tout ça. Le Lean, c'est la simplification, la lutte au gaspillage et les améliorations. Et ce client, en fait, avait besoin de simplifier son processus de réapprovisionnement, qui est finalement un processus parallèle au processus de kitting, et qui nous a demandé de trouver donc une solution avec nos capteurs IoT. Et ici, le Moontag, qui est initialement utilisé pour le Pick-to-Light, permet d'automatiser la capture du besoin de réappro. Donc, l'opérateur fait son processus, il va se servir, il se rend compte qu'il a besoin de matières premières, il va, soit par un appui long, soit par un bouton qui sera paramétré pour ça sur le tag, envoyer l'info au système d'information. Donc, c'est vraiment ce simple appui-bouton qui va permettre côté supply de savoir, ah oui, ici, demande de réappro, bord de ligne 45. Donc, en temps réel, avoir cette demande dynamique. Plus besoin d'envoyer un ordre sur un système d'information. Tout se passe sur le terrain. Encore une fois, on veut vraiment que l'opérateur puisse se concentrer sur sa mission d'origine, qui est de préparer son kit, et qu'il ne se déconcentre pas à devoir saisir des informations par ailleurs. Donc ça, c'est un moyen d'automatiser les demandes de réappro. Il en existe des tas. Je vous ai parlé de la localisation des contenants. On pourrait aussi tout à fait se dire qu'une fois que la caisse est vide, elle est équipée donc de notre Moontag, toujours, et je vais la positionner à un endroit bien déterminé qui va signifier, OK, là, je localise cette caisse à tel endroit, ça veut dire qu'elle a besoin d'être réapprovisionnée. Voilà une autre manière d'automatiser ces demandes-là. Et je sais que Ludovic, tout à l'heure, vous parlera d'un autre exemple qui permet d'automatiser ces processus-là. Le but, en fait, pour des offreurs comme nous, encore une fois, ce n'est pas forcément de privilégier une techno ou une méthode plus qu'une autre, c'est vraiment de s'intégrer à ce qui correspond, de s'intégrer au processus existant et de trouver ce qui correspond le mieux aux utilisateurs. Voilà, je finis cette parenthèse, je me suis un peu égarée, excusez-moi. Cet appui-bouton qui permet effectivement d'ajuster, d'avoir la visibilité et bien sûr d'ajuster les niveaux de consommation en temps réel sur les bords de ligne. Les avantages de ça, encore une fois, c'est l'automatisation, ne pas avoir à attendre quoi que ce soit pour déclencher, mais capturer un événement terrain pour le faire. C'est l'optimisation des tournées, que ce soit des tournées de ramasse ou de distribution. Hein, c'est la fameuse tournée du laitier, Milk Run. Réduire les stocks bord de ligne. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir tout à portée de main. Si en un simple appui de bouton, on peut se faire réapprovisionner. Et cette visibilité du processus qui permet vraiment de piloter et d'arbitrer son activité en temps réel pour ajuster tout ce qui se passe sans papier. J'insiste là-dessus, l'IoT, on soutient les efforts zéro papier.
Le dernier exemple dont je voulais vous parler, il est assez éloigné de tout ça. On sort de l'entrepôt. C'est un exemple qui repose sur la digitalisation des processus, sur la supervision des remorques. Notre client, la Méridionale, nous a demandé de digitaliser son processus de chargement et déchargement des remorques. Et dans ce cadre-là, dans ce projet-là, nous faisons du coup dialoguer les systèmes d'attelage des remorques grâce à une main de frein connectée. Je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Donc, sur le schéma que vous voyez ici, on est au niveau du… Donc, la Méridionale se charge de transporter des marchandises pour ses clients d'un port A à un port B. Là, on est au port de départ. Première étape du processus, et je précise qu'avant, tout ça a été réalisé à la main sur du papier. Donc, en termes de visibilité temps réel, c'était pas trop ça. Donc, la première étape, c'est la partie constat d'état. Au port, on a un opérateur qui se charge, grâce à l'application sur tablette, de faire le constat d'état des remorques au moment, juste avant d'embarquer. Ces informations, elles vont remonter dans le système, encore une fois, en temps réel, où je vais avoir tout l'historique et l'horodatage de telle remorque qui a été vue à telle heure et elle est dans tel état. Là où l'IoT prend tout son sens, c'est que pour pouvoir embarquer dans le bateau, le chargeur va connecter la remorque à la partie tracteur du camion grâce à cette fameuse main de frein connectée. Et le fait de pouvoir clipper l'un à l'autre, c'est ça qui va envoyer le signal au système d'information pour dire « Ok, ma remorque est prête à embarquer et il est telle heure ». Et ça, on va voir que d'avoir tous ces jalons horaires, ça va être très important pour la suite. Donc, j'ai chargé ma remorque. À bord du bateau, il va y avoir un autre opérateur qui va se charger du plan de chargement. Et c'est ça qui va faire toute la différence dans la prévision de livraison. Le fameux service à valeur ajoutée dont je parlais, c'est pour la Méridionale, être capable de pouvoir dire à son client à quel moment il va pouvoir aller chercher sa remorque. Ça part de cette étape-là qui est savoir où se trouve la remorque dans le bateau. Donc, on a ce plan de chargement dynamique. Ensuite, la traversée a lieu. Et une fois au port d'arrivée, le déchargement des remorques, de la même manière qu'au début, le fait de clipper, déclipper la main de frein, donc la partie remorque de la partie tracteur, ça va envoyer l'information au système et on saura, OK, telle remorque est prête à débarquer. Donc, le client qui vient chercher sa marchandise, en plus de savoir quand, grâce au fameux plan de chargement, il saura précisément où aller chercher sa remorque grâce à la main de frein géolocalisée. Donc, on est sur vraiment… au début, c'était cette volonté de digitaliser un processus papier. Voilà, le problème d'entrée était là. Et autour de ça, s'est construit toute une solution pour répondre à de nouveaux enjeux. Les avantages derrière tout ça, c'est Eric Bréouas, donc directeur de la filiale, qui en parle le mieux finalement et qui explique que fini le temps passé à rouler sur les quais, à chercher désespérément la remorque sur le terminal. Donc, un gain de temps, un précieux temps économisé et de la pollution en moins. Ça, c'est un impact auquel on ne s'attendait pas forcément et qui est pourtant très important aussi. Pouvoir offrir ces fameux services à valeur ajoutée. OK, mon service à la base, c'est le transport de marchandises. Aujourd'hui, grâce à l'IoT, je peux avoir aussi de nouveaux services de précision des plannings de déchargement. Je peux aussi avoir une visibilité sur la disponibilité des équipes et des matériels. Le fameux constat d'état qu'on fait au début, il sert à ça aussi, savoir qu'est-ce qui sera utilisable ou pas et combien de temps. Et tout ça, que ce soit ces gains de temps ou d'espace ou d'optimisation des ressources, ça fait gagner en productivité. Donc, on est vraiment, même si c'est un exemple très différent des autres, on est vraiment sur ces enjeux qu'on a vus au tout début. Je ne sais pas si je suis dans les temps, je vous avoue. Je pense que je suis allée peut-être un peu vite. Non, tu es bien, Amélie, pas de souci. Justement, pardon ?
C'est parfait, il a dit, parfait, Philippe. c'est parfait. On l'a vu au début, hein, Philippe l'avait dit, je l'ai redit aussi, on parle d'IoT, on parle aussi de RFID aujourd'hui. Et je vais laisser la main maintenant à Ludovic de chez Zebra qui va vous parler de cas concrets de RFID dans la logistique. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ok, merci Amélie. Je vais reprendre la suite du coup en partage d'écran. Oui, Ludovic, avant ça, pendant que tu fais Vas-y. le partage d'écran, j'avais peut-être une ou deux questions à Amélie, là, notamment sur l'application et le cas d'usage de la méridionale, euh, à savoir la main de frein qui est équipée donc d'un dispositif que vous avez conçu, j'imagine. Oui. Donc, fait appel à plusieurs technologies simultanément, si j'ai bien compris, à savoir la géolocalisation de type GPS, je suppose, ou autre. Tout Je à sais fait. pas. Et en l'occurrence, est-ce que la précision, elle suffit pour pouvoir localiser une remorque sur un parking de remorques qui ont été débarquées du navire? Mais pas que la géolocalisation, apparemment aussi de l'IoT au sens communication plus ou moins longue distance pour connecter tout cela à votre application. Et puis peut-être aussi de la RFID en champ proche pour constater la connexion entre la remorque et le tracteur. Tout à fait. Est-ce que je délire ou c'est à peu près ça? Ah non, pas du tout, c'est très précis et merci de remettre effectivement l'accent là-dessus. Quand je parlais de fonctionnalités paramétrables, finalement, il n'y a pas que les fonctionnalités qui sont paramétrables, il y a aussi toutes les technos qu'on peut mettre dans nos capteurs pour s'adapter effectivement aux besoins. Là, on est sur de la localisation extérieure, donc on est sur du GPS, effectivement. Grâce à notre détecteur, on arrive à avoir des précisions au mètre suffisamment fines pour faire la différence entre la remorque A et la remorque B qui seraient l'une à côté de l'autre. On a effectivement tout ce panachage de techno au moment du clip, des clips, de la partie remorque à la partie tracteur. Cette info-là, elle est envoyée au système d'information. Donc, effectivement, on a toutes ces différentes technos qui sont utilisées à différents moments, mais qui sont parfaitement intégrées donc, au processus et aux besoins donc, du client, parce qu'il n'a pas forcément... Enfin, voilà, la partie GPS, elle n'a pas de sens quand la remorque est dans le bateau. La partie communication sur le constat d'état, elle remonte avant la traversée parce qu'elle n'a pas de sens après. Donc, c'est vraiment de trouver effectivement la bonne fonctionnalité, les bons protocoles de communication au bon moment du processus du client. Mais donc, en l'occurrence, pour ce cas, c'est ça. Et pour d'autres, ça pourrait être de l'UWB pour de la localisation indoor si on a besoin d'en avoir à l'intérieur. Enfin, voilà, on s'adapte après complètement. Ok, parfait. Merci Amélie. Ta présentation était très claire. J'ai tout compris et ça, c'est un bon test, hein. Si je puis dire. En tous les cas, dernier message avant de donner la parole à Ludovic. N'hésitez pas à poser des questions, encore une fois, sur la présentation d'Amélie. On sera ravis d'y répondre. Et je pense qu'il peut y avoir des questions aussi sur l'aspect logistique en bord de chaîne, dans l'industrie automobile, parce que peut-être que tu pourrais préciser le lien qu'il y aurait, ou en tous les cas la dynamique entre le bord de chaîne, si j'ai bien compris, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais le bord de chaîne et la demande de réappro, et de l'autre côté, les opérateurs qui sont censés réaliser cet approvisionnement, tu vois? Du coup, tu veux que je précise maintenant? Non, 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 on pourrait en reparler ensuite, c'est-à-dire, est-ce que c'est suffisamment interactif pour qu'il n'y ait pas, ou bien est-ce que
le client se donne un délai d'attente de réappro, comment dirais-je, Ah, on est vraiment sur du temps réel, hein. Là, on est nous, vraiment sur du oui, temps oui, réel. sur du temps réel, toute la clé, elle est dans le côté dynamique. Après, libre au client de se dire, j'ai pas besoin d'avoir l'information à la minute près, et dans ce cas-là, je peux les récolter à un temps donné. Encore une fois, nous, on n'impose rien et la techno, elle est au service des opérateurs, hein, qui font les processus, donc on s'adapte. Mais si effectivement l'objectif, c'est d'avoir du temps réel, on a du temps réel. Donc, si on a un côté de l'entrepôt qui est côté supply avec les personnes qui vont préparer les chariots ou les caisses de composants, elles vont avoir ces infos-là en temps réel de savoir ce que le collègue au niveau du kitting il a besoin pour fabriquer sa 208, quoi. D'accord, ok. C'est bien, bah, tu as parfaitement répondu à ma question. Bon, bah, sans plus attendre, merci Amélie, encore une fois, et je donne la parole à Ludovic Didelot de Zebra. Merci Philippe, merci Amélie également. Écoutez, je vous propose de reprendre la suite sur une partie plus RFID. Je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de la RFID, puis les usages. En introduction, je vais rappeler la raison d'être de Zebra. On est connu comme spécialiste des solutions de capture de données et d'identification automatique dans un but qui est vraiment unique pour nos clients, c'est augmenter la productivité et réduire les erreurs en termes de production. En clair, si je résume ça en un mot, c'est vous donner de la visibilité grâce à différents outils. Qu'est-ce qu'il en est en termes de RFID et pourquoi ça peut être une solution plus avancée que le code à barre? L'une des raisons principales, c'est qu'on peut scanner un grand nombre de tags simultanément. Il n'y a pas besoin de mettre en visu le code à barre face au lecteur, ce qu'on connaît tous dans les grandes surfaces. Non, là, on peut imaginer qu'on a une palette avec 1000 tags, on a un lecteur fixe un lecteur fixe avec 2 antennes qui va automatiquement lire les 1000 tags en les passant dans un portique. Donc les articles peuvent être cachés. La lecture est bien entendu rapide, mais en plus, on peut réécrire des informations sur les tags. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ce sont des choses qui ne se passent pas avec le code à barre, bien entendu. Le code à barre peut être encore reproduit aujourd'hui assez facilement, alors qu'un tag, c'est beaucoup plus compliqué, surtout avec les informations qui sont à l'intérieur. Et puis, bien sûr, il y a une résistance supérieure du tag RFID par rapport à ce qu'on connaît sur le code à barre, sur des notions de frottement, d'exposition aux éléments naturels, etc. D'un point de vue un petit peu plus technique, comment ça fonctionne? On a un lecteur RFID qui demande de l'information, donc il envoie une onde. On a un tag passif qui va recevoir par cette onde de l'énergie et du coup renvoyer de l'information au lecteur qui va correspondre bien sûr aux informations qui sont inscrites sur son tag. On voit aussi la composition du tag, hein. On a une antenne qui est ici au milieu. On a ensuite un encollage pour avoir une étiquette soit blanche, soit qui reprend un code barre sur un double usage, et puis un support derrière. Et vous avez plein de formats de tags différents. Il y a énormément d'avancées technologiques sur les tags, puisqu'on est capable aujourd'hui de lire des tags sur du métal, et on est même capable d'aller très loin et de laisser passer un tag malgré l'antenne qu'on pourrait croire à base de métal, dans des micro-ondes. Et ça, c'est tout récent, donc c'est pour vous vraiment vous mettre en avant les avancées permanentes qui sont faites sur la RFID et l'utilisation des tags. La différence, encore une fois, entre le code à barre, hein, on ne sait pas toujours entre 2 passages ou 2 lectures de code à barre ce qui s'est passé, hein, en termes de localisation, en termes de quoi, de comment, où est-ce qu'il en est, de quand. On manque d'informations, alors que quand on y met des tags RFID, on peut avoir des lecteurs fixes qui nécessitent aucune intervention humaine et qui vont du coup enrichir les renseignements des événements qui sont vécus par le porteur du tag, que ce soit un colis, une palette ou un autre contenant dans l'utilisation d'un process de production ou dans un process de transport. Ce qui est intéressant de retenir là-dessus, c'est vraiment ce côté j'ajoute de l'information événementielle sans intervention humaine. C'est vraiment important parce que du coup, c'est-à-dire qu'on ne surcharge pas ces équipes actuelles, mais qu'en revanche, on enrichit les informations sur le process que l'on souhaite suivre. Sans faire trop d'étalage sur la gamme Zebra, ce que je veux vous montrer par ce seul slide, c'est qu'on est capable de vous fournir une gamme complète en termes de RFID qui va des lecteurs fixes
en passant par les entêtes qui les complètent, hein, c'est vraiment l'ensemble qui fait fonctionner le lecteur fixe, en passant par les terminaux mobiles, jusqu'aux imprimantes, qui sont notre cœur de métier historique avec le code à barre, et également les tags RFID. On a vraiment la boucle complète et la connaissance complète pour vous accompagner dans vos projets RFID. Si on passe aux cas clients, je vais vous exposer différents cas clients dont le but est de voir des usages qui vont être différents et également des chiffres. C'est pas toujours facile d'en avoir et je pense que c'est ce qui est souvent attendu. Des chiffres en termes de retour d'investissement, d'économie, de temps de travail gagné aussi, pour que vous puissiez estimer, projeter ce que vous pourriez avoir comme bénéfice de votre côté plus précisément. Le premier cas que je vous présente ici est assez classique, hein. On est sur un cas de logistique où on cherche à améliorer les process dans l'entrepôt, en augmentant le débit, en réduisant les coûts de main-d'œuvre, les erreurs humaines. Mais je trouvais ça bien de commencer par celui-là, c'est le plus attendu parce que c'est le plus courant aussi. Donc, on apporte des solutions de lecteurs fixes, des solutions de lecteurs mobiles en complément. Parfois, on peut faire que l'un, parfois, on peut faire que l'autre. Des solutions logicielles, alors soit interne Zebra, soit partenaire. Et on voit que déjà, en termes de réduction des dépenses dues aux erreurs d'expédition, ce dont je vous parlais en introduction, et aux tâches de repalettisation, parce que c'est bien d'avoir une erreur, mais quand on a une erreur, comment on la compense? Quel est son coût jusqu'au bout? Il faut que je reprépare une expédition, il faut que je repaye un coût de transport. Et tout ça, on a pu voir qu'avec cette mise en place chez Toll Global Logistics, c'était 80% de réduction de ces dépenses dues aux erreurs. Et c'est une réduction moyenne en temps de manutention de 6 minutes par cycle de palette. Et on a 150 000 palettes par année par entrepôt. Je vous laisse imaginer. Le calcul est fait derrière, c'est environ 625 jours hommes par année par entrepôt. Donc c'est vite colossal parce que ce peu de temps, ce peu d'économies qu'on va voir dans d'autres cas également juste après gagner, se démultiplie par la quantité sur laquelle c'est appliqué pour retrouver des économies qui sont très importantes. Si je prends un deuxième cas chez H&M, où là, on cherche à suivre le stock pendant le chargement et le déchargement des camions, on se retrouve avec des lecteurs fixes. On peut avoir des lecteurs fixes qui soient placés vraiment au porte-à-quai pour voir tout ce qui passe. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, d'une palette de 1000 tags. C'est vraiment le maximum qu'on ait pu tester en cas de figure. Pas en chargement, déchargement, mais en préparation. Ben là, on a d'autres principes. C'est pas un portique dans lequel la palette va juste rentrer, mais des totems qui sont mis de chaque côté de la porte-à-quai pour lire automatiquement ce qui y passe. Mais on peut avoir aussi en complément, comme sur l'image, des lecteurs RFID qui sont positionnés sur les chariots élévateurs pour avoir cette même recherche de lecture de tag. Du coup, où est-ce qu'on y gagne dans ces cas-là? C'est sur l'intervention de l'opérateur qui va être plus limitée puisque, comme je le disais aussi en introduction, la lecture va être automatisée par ces lecteurs fixes. J'ai même pas besoin de prendre mon terminal mobile en main pour aller, j'allais dire, scanner la palette ou l'arroser en termes de lecture et d'ondes pour avoir les retours de tous les tags. Et du coup, c'est plus de 50% de revenus qui sont gagnés parce que ça a permis de gérer chez H&M un nouveau nombre de comptes. Hein. C'est H&M, je ne pense pas que ce soit la grande marque qu'on connaît de prêt-à-porter, mais plutôt un prestataire logistique. Et puis, c'est réduction de 25% du temps de travail dans la partie cross-dock. Un autre cas de figure où on se retrouve cette fois-ci dans l'aéronautique. Et puis, cette fois-ci, j'y donne un angle différent de la logistique qui est la gestion des dates d'expiration. Et on peut projeter ce que j'ai pris là chez Lufthansa dans l'alimentaire également. C'est exactement le même process. On a cette difficulté d'identifier quels sont les produits, quels sont les articles qui vont avoir une date d'expiration proche et que j'ai intérêt de prioriser par rapport à un autre qui a une date plus éloignée pour que ce soit rapidement consommé et éviter du déchet. On retrouve effectivement ces mêmes contraintes en aéronautique. Hein. On sait que la sécurité en aéronautique est très élevée. Eh bien, ça aide par la RFID à suivre les dates d'expiration et du coup, on voit que le temps passé à faire l'inventaire grâce à la RFID est diminué de 80%. Donc, je vous laisse projeter le temps que vous passez dans vos inventaires pour imaginer ce que ça représente en termes de bénéfices et de coûts réduits chez vous, sans compter qu'en plus, on en améliore la qualité. La fiabilité de l'inventaire est souvent estimée autour de 60-70%. Avec de la RFID, on est plutôt proche des 98%, ce qui va rassurer notamment la certification des comptes, parce que c'est toujours un vrai sujet quand on est du côté DAF.
Bien sûr, on a des niveaux de stock aussi qui sont réduits parce qu'on sait exactement ce qu'on a, donc on n'a pas besoin d'avoir une sécurité de stock tampon. Et ça, c'est encore un bénéfice aussi plus financier pour l'entreprise dans le besoin en fonds de roulement. Pour ceux qui s'y connaissent là-dessus, c'est pas neutre et ça permet du coup de dégager de l'argent pour d'autres choses, d'autres activités de l'entreprise. Et puis bien sûr, on retrouve sur le cas classique que j'évoquais au début, la réduction des pertes dues au stock expiré et au coût d'immobilisation lorsqu'on a un avion qui est cloué au sol, parce qu'on n'a pas la pièce en stock malgré ces stocks tampons mais relativement aveugles qui pouvaient être faits. Ça, c'était un schéma dans l'aéronautique. On va changer pour aller sur un schéma beaucoup plus industriel. Et je vous en ai préparé 3 ou 4 de suite parce qu'ils sont un peu différents, mais qui est la gestion des contenants. On en entend parler beaucoup en RFID, et du coup, j'ai voulu vous mettre des projets qui ont été un peu différents. On voit par exemple ici qu'on est sur des plateaux à pain, et le problème de la gestion des contenants, c'est la perte. Et quand on voit qu'ici, sur ce cas de figure, on avait déjà estimé que la perte se situait à environ 100 000 plateaux, quand on sait qu'un plateau, c'est entre 4 et 5 euros, on voit vite quand même l'économie qu'on peut y faire par rapport à une étiquette RFID à quelques centimes et à un suivi automatisé qui ne rajoute pas de charge humaine, comme je vous le disais, dans les équipes opérationnelles, parce qu'on peut y placer des lecteurs fixes qui vont lire les plateaux au moment où ils reviennent de chez les clients et au moment où ils partent chez les clients. Et puis en plus, bénéfice relativement inattendu, mais qui était quand même dans le viseur quand le projet a démarré, c'était le fait de pouvoir suivre les dates d'expiration. Et là, ça a aussi du sens, non pas les dates d'expiration des contenants, ça, il y a autre chose qu'on peut suivre sur les contenants, mais les dates d'expiration du contenu qui est mis dans le contenant, qu'on peut y associer pour dire, attention, on a bien telle date d'expiration à suivre. L'autre phénomène qu'on peut voir dans la gestion des contenants avec les étiquettes RFID, je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure, et j'aurais peut-être dû quand je vous ai présenté l'avantage de la RFID par rapport au code barre, c'est qu'une étiquette RFID, elle a un tag unique. Et donc, si j'ai 500 000 plateaux à pain qui traînent dans l'entreprise parce qu'ils font tout le circuit dans ma clientèle, je sais que le tag numéro 1, c'est pas le tag numéro 2, ni le tag 100 001. Il est propre au plateau à pain numéro 1. Et donc, je vais pouvoir identifier, parce que je le sais par mon fabricant, que le plateau 1 a fait 100, 150 000, 200 000 circuits, qu'il est bientôt proche de l'usure, et que cette fois-ci, ça a du sens que j'en rachète, non pas parce qu'il est perdu, non pas parce qu'il est conservé par mes clients, mais parce que franchement, là, il est temps de le remplacer avant qu'il devienne cassé, obsolète, et qu'il ne rende plus que le service pour lequel il est fait. Et on va le voir sur d'autres contenants juste après. Chez Johnson Control, par exemple, on voit que là, c'était des millions de racks et de conteneurs consignés qui étaient à suivre. Et en plus, ils avaient une valeur qui était certes de 3 $ pour les plus petits, mais jusqu'à 1500 $ place. Donc on voit bien qu'effectivement, ça a beaucoup de sens de suivre ces conteneurs consignés et que du coup, on voit bien entendu sur de tels volumes l'ampleur du projet, puisqu'on parle de 1200 portails sur 600 porte-à-quai, donc ça veut dire plutôt des totems de chaque côté, des lecteurs Zebra portables en complément, parce que tout d'un coup, j'ai un stock à un endroit, j'ai un doute sur une lecture, je vais aller vérifier, je vais aller identifier un conteneur, parce que un conteneur à 1500 $ quand même, j'ai du sens d'aller le rechercher, et c'est aussi un autre avantage de la RFID par le code à barre, c'est ce côté sonar. Et si je décide de chercher le conteneur, si je reprends l'exemple tout à l'heure, 202, et pas le 201 ni le 203, je vais le mettre dans mon terminal mobile que je veux précisément le 202, et quand je vais m'approcher de lui, je vais avoir un bip qui va être de plus en plus rapide pour me dire « Ok, là tu brûles », et quand il sera un peu comme la marche arrière sur votre voiture, quand je vais avoir un bip continu, c'est que j'ai trouvé que je suis face au conteneur 202 que je cherche précisément. Donc du coup, ça réduit le nombre de conteneurs en remplacement achetés. On retrouve la même logique, hein, bien sûr, on est sur des contenants, donc c'est la même logique que les paniers à pain. On trouve un gain de temps énorme sur l'inventaire, puisqu'on parle de plusieurs jours, et ça c'est vraiment du vécu, c'est ce qui est connu dans le retail, hein, mais là on retrouve les mêmes bénéfices dans la logistique, puisqu'on passe de plusieurs jours à quelques minutes, et puis surtout d'identifier quels sont précisément les conteneurs qui ne sont pas retournés par les clients, pour leur demander précisément le retour, parce que c'est toujours un débat, parce que là on sait vraiment lequel c'est, quel format, quel est le numéro, et surtout, si vraiment on ne le retrouve pas, de le facturer. Du coup, en général, quand on parle de facture à un client d'un conteneur, rapidement ça revient, et c'est bien le but, c'est pas de facturer son client. Un autre cas, on voit bien ici un bac réutilisable qui est très différent, mais on voit bien qu'il a été conçu sur mesure, et là c'est pour des grandes bouteilles en plastique de Coca-Cola qui sont stockées dedans.
on a la même problématique d'actifs perdus et jamais retournés. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ici, ce sont des milliers de dollars qui sont économisés par an et un retour sur investissement qui s'est fait dans les 2 ans sur un projet à grande échelle. Et puis, bien sûr, c'est ce que je vous disais juste avant, une durée de vie des bacs qui est pas neutre. L'autre point ici, je l'ai mis non pas parce qu'on est toujours sur le même site, mais parce qu'on a d'autres chiffres. Cette fois-ci, on y a carrément des données monétaires. Et on voit qu'en 4 mois, l'entreprise a économisé près de 100 000 dollars. Et donc, elle avait déjà rentabilisé son projet. Et on voit qu'en fait, en plus, quand on compare ce retour sur investissement, les 100 000 dollars, c'était sur 4 mois. Donc, ça veut dire que le retour et l'économie qui est faite grâce au projet RFID, c'est 233 000 dollars par an. Donc, quand on voit qu'on en perdait 100 000 par an, ça fait 400 000, 500 000 en 5 ans, alors qu'en fait, grâce à ça, on va en gagner 1 million. On voit bien le rapport d'échelle entre les deux. Si je reviens sur le cas de fabricants aéronautiques, et là, ça fait un peu miroir avec ce que disait Amélie tout à l'heure, hein, c'était à celui-là qu'elle pensait, c'est le temps de suivi et les erreurs qu'il pouvait y avoir pour le réapprovisionnement des petites pièces. Là, on a eu une approche logistique qui a été différente, ça a été de mettre un tag RFID sur chaque casier pour dire, OK, tous les soirs, par exemple, je vais lire là manuellement parce que le process de l'entreprise le souhaitait, le préférait à une lecteur fixe, et je vais passer mon scan RFID sur tous mes casiers. Je vais lire, grâce à cette étiquette RFID, m'assurer que j'ai bien lu tous les casiers. Et en dessous des pièces, il y a un tag blindé, parce qu'on est dans du métal souvent, qui va pouvoir dire que s'il n'y a plus de pièces au-dessus, bah, je lis ce tag en plus, et donc je sais que je dois recommander. Donc c'est un autre process que ce que proposait Amélie en IoT, qui vous permet de voir qu'il y a différentes solutions et que c'est à vous de choisir bien sûr celle qui vous correspondra le mieux en fonction de l'usage que vous avez derrière. Et ça vous permet de voir justement qu'avec 2 tags RFID, on arrive à identifier que tant que le premier est caché, c'est bon, il y a du stock. Et si le premier tout d'un coup est lisible, c'est qu'il y a besoin de lire du stock. D'un point de vue encore aéronautique, ici, on va y gérer des cycles de vie et de maintenance, de contrôle de maintenance. C'était compliqué de le suivre à la mano avec des papiers crayons en disant bah, attends, déjà où est l'information parce que les informations avaient besoin d'être lues, donc il fallait vraiment trouver l'étiquette, quelle était la dernière date, etc. Quand on passe à la RFID, eh bien, on va y mettre un tag, on peut éventuellement y réécrire dessus ou le gérer d'une autre manière, toutes les données associées à ce tag. Donc, quand je suis sur des grosses pièces, j'ai pas besoin de me mettre devant l'étiquette pour me dire qu'il y a besoin de faire une opération de maintenance. Je vais largement scanner ma pièce pour que le tag soit trouvé et qu'elle me dise ah bah dis donc, tiens là c'est le moteur temps, il y a maintenance à tel moment, et ben écoute c'est bon, l'avion il peut circuler ou non, lui il faut le mettre en opération de maintenance et c'est beaucoup plus rapide et fluide dans le suivi des opérations de maintenance des pièces aéronautiques qui, comme vous le savez, je vous l'ai dit juste avant, pour des raisons de sécurité et heureusement pour nous tous, sont très contraignantes et anticipées. La dernier cas d'usage que je vous partage ici concerne plus la notion d'association entre de la RFID et de la lecture de l'information. C'est pour ça que je vous partageais au début notre raison d'être par un logiciel que propose Zebra, qui est un logiciel et une solution de gestion de cours. Et donc, on y associe en fait de la RFID active que l'on pose sur les matériels qui sont en cours, donc les tracteurs de cours qui déplacent les containers ou les remorques, et les remorques également. Et du coup, ça permet par ce biais-là de savoir quelles sont les remorques, où est-ce qu'elles sont localisées automatiquement, parce que là, on a une localisation outdoor qui peut être faite, ou également de savoir quelle remorque va être garée devant quel porte-à-quai. Et du coup, on peut imaginer un écran qui va dire, OK, tu as la remorque 3 du site de production 2 qui est garée devant donc cette porte-là, et je sais que le contenu de cette remorque est tant. Et du coup, avant d'ouvrir la porte-à-quai, les opérateurs qui vont devoir y accéder savent, un, si c'est bien la bonne chose, et deux, qu'est-ce qu'ils ont à faire précisément. Donc, vous avez là un mix un peu plus large dans des solutions que l'on propose entre matériel RFID et logiciel, avec des bénéfices un peu plus écologiques qu'on y retrouve, du temps de chauffeur, bien sûr, mais du coup de la consommation de carburant, pour rebondir un peu sur ce que vous a présenté Amélie juste avant. Et c'est sur ce dernier slide que j'aurais du coup terminé la présentation des cas d'usage qu'on vous proposait en RFID, avant de vous rendre la parole pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur Amélie, la présentation d'Elie et la mienne. Merci Ludovic. Je t'en prie Philippe, c'était avec plaisir. Ah bah, oui, non, mais je pense que ça a intéressé nos auditeurs bon, qui n'ont
néanmoins pas posé ou pas encore posé beaucoup de questions. D'accord. Il y a une question qui a été posée en prolongement de ma propre question sur l'application de remorque, là. D'accord. Amélie y a répondu en direct, donc bon, c'est réglé de ce point de vue-là. Alors, qu'est-ce que je vois? OK. Donc, sur les applications dont tu parles purement RFID, Mhm. c'est vrai que c'est tout à fait frappant de constater qu'il y a un retour sur investissement qui est sur un temps court, hein, Mhm. on va dire, en gros, en général, Oui, et qui justifie cet investissement le plus souvent. Donc ça, c'est peut-être des arguments sur lesquels il faut insister, parce que ça fait toujours peur de commencer par investir sans qu'on sache à quel moment on va commencer à récupérer les gains de ces investissements. Mhm. Deuxième chose, alors j'ai vu que Zebra fournissait des systèmes de lecture fixes, hein, Oui. avec les lecteurs et les antennes qui vont ensemble. Mhm. Donc ça, moi, j'étais pas trop au courant de ça, donc je trouve ça assez super, ce qui fait que vous vous trouvez aujourd'hui avec une gamme de produits complète pour pouvoir Tout à fait. répondre à des applications diverses et variées que tout intégrateur pourrait mettre en musique selon tous les types de cas d'usage. Exactement. Donc, on est bien d'accord. Voilà. À un moment donné, tu as parlé d'une évolution de la RFID, tu parlais de micro-ondes. À quoi tu fais allusion plus précisément? En fait, je faisais allusion à la partie fourniture, donc le tag RFID. On sait que la RFID, elle a quelques ennemis, surtout à l'origine, qui maintenant sont contournés. C'est là-dessus que je voulais mettre le doigt, en fait. On sait que la RFID, elle a du mal à fonctionner à côté du verre, de l'eau et du métal. Et on sait bien en plus, pour reprendre le cas du micro-ondes, qu'il est hors de question de mettre un produit métallique dans le micro-ondes au risque d'avoir des étincelles et de l'endommager gravement, voire de le détruire définitivement. Et du coup, ce qui pouvait se passer, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire à cause de ça, parce que l'antenne souvent a un peu de métal, l'antenne dans le tag RFID, on ne pouvait pas mettre de tag RFID sur des produits alimentaires au risque que le consommateur mette l'emballage sur lequel il y a le tag RFID dans le micro-ondes et endommage son propre micro-ondes sans s'y attendre et sans comprendre d'ailleurs pourquoi tout d'un coup il aurait généré des étincelles. Et du coup, comme les fabricants ont cette responsabilité-là, ils ont cherché et des développements ont été faits à avoir un tag RFID qui ne soit pas composé de métal pour pouvoir rentrer dans le micro-ondes par le consommateur au moment de le réchauffer sans endommager son micro-ondes. Et ça, c'est effectivement une avancée technologique qui est intéressante. Je peux en partager une autre également si ça vous intéresse, qui est des adhérents d'ailleurs de ConnectWave, d'être capable de mettre un tag RFID simplement dans un fil pour les mettre plus facilement dans les textiles. Bon, ils en parleraient mieux que moi, mais on va vraiment très loin dans les avancées de tag RFID pour que ce soit le moins encombrant pour le consommateur et que ça puisse toujours aller dans le sens de la vie de tous les jours. OK. Oui, oui, le fil auquel tu fais Ouais, allusion, il s'agit de la société Primo Indé, exactement. hein, voilà. Mais j'avais une autre question Mhm. pour Amélie? Amélie. J'allais dire Mélanie, tu vois, putain, je pense que je ne vais Ah, pas m'en merde, débarrasser on a répété pendant 3 heures, Philippe, quand même. Amélie, parce que récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui est dans les containers, hein, et dans les scellés des containers. Est-ce que vous êtes informé lorsque, bon, je vais poser la question différemment. La main de frein entre le Mhm. tracteur et la remorque, je veux dire, OK, vous êtes informé de la connexion du tracteur avec la main de frein, et vous êtes aussi informé de la déconnexion de ce tracteur avec, Tout à fait. encore une fois, la remorque.
cette information de connexion, déconnexion, elle s'appuie sur quelle techno, si je puis dire? Est-ce que c'est de la RFID en champ très proche pour pouvoir identifier cette rupture de communication entre un module qui devrait être sur la main de frein et un autre module qui devrait être sur le tracteur? Je fais des supputations là, hein, on est d'accord? Ou bien est-ce que c'est avec un autre moyen technique? Alors, pour ce cas-là, il me semble que c'est plutôt la première solution dont tu as parlé. Je sais que plusieurs possibilités existent. On a d'autres domaines d'activité que l'industrie. Et dans cet autre domaine, on a aussi fait un tag spécifique qui permettait de déclencher des alertes en cas d'arrachement du tag. Donc, c'est le même principe de toujours pouvoir détecter une connexion ou une déconnexion. Et ça peut se faire effectivement soit par un appairage NFC, pourquoi pas, entre un support et la partie capteur. Mais ça peut être aussi simplement mécanique par rapport à la conception même du tag. Donc, après, il existe plein de possibilités. Mais on a effectivement ce côté d'appairage ou désappairage, je ne sais pas si c'est très très français d'ailleurs, ça, qui est synonyme justement d'arrachement ou en tout cas de déconnexion du tag. D'accord, non, très bien, ben, ça confirme mon intuition. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Des questions, je n'en vois plus passer là. Bon, ben, si vous n'avez plus d'autres questions, je me propose de clôturer ce webinaire en vous remerciant encore infiniment de cette précision et clarté, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, bon, soyons clairs. Et donc voilà, et je vous donne rendez-vous au prochain webinaire le 22 juillet qui concernera la santé et la traçabilité dans le monde de la santé. Ok, merci à toi Philippe, merci à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir.